pour assumer cette responsabilité. À nous tous, je nous souhaite bonne République. Merci d'avoir participé. Alors la tradition de notre institution, vous le devinez, vous le subodorez, c'est que le grand maître dise un mot à la fin. J'ai envie, après vous avoir écouté, de rappeler des propos que j'ai tenus au convent du Grand Orient de France, en citant Thomas Mann dans La Montagne Magique, quand il fait dire à un de ses personnages, qui est Ludovico Settembrini, la franc-maçonnerie n'a jamais été apolitique et si elle a cru l'être, elle s'est trompée sur sa nature. C'est pour vous dire que quand l'un des nôtres s'engage dans le combat politique, nous pensons qu'il est dans une démarche qui est une démarche naturelle, qui est une démarche qui est fondée par le chemin initiatique, dans la mesure où ce chemin nous apporte un savoir et que ce savoir débouche obligatoirement sur un pouvoir qu'il est moral d'exercer. Mais la franc-maçonnerie sait la dangerosité de sa propre démarche et je crois que dans les incertitudes qui ont été dites, certains d'entre nous vont se manifester. Merci encore, j'ai dit. Si, mais j'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, Monsieur Bourdin. Je suis un homme discret. Oui. François Hollande, merci de votre participation. Alors il me revient, c'est la tradition, en tant que président de l'association et grand maître, de vous dire ces remerciements, mais ces réunions ne peuvent avoir lieu que grâce à nos loges, je dois le dire. Et je veux dire ici le respect et la gratitude que j'ai pour les frères qui se sont engagés. Alors je dis... Madame Eva Joly, nous sortons de plus de 2 heures d'échange avec les loges dans le temple Arthur Roussier. Quelles sont comme ça vos impressions à chaud? J'ai bien aimé cette séance d'échange. J'ai trouvé que prendre la parole d'abord dans ce lieu, c'est assez solennel. Bonjour à toutes et à tous. Madame la grande maîtresse de la Grande Loge de France féminine, chère Marie-Thérèse Besson. Monsieur le grand maître de la Grande Loge de France, cher Philippe Charuel, mesdames et messieurs et chers amis. Qui dit avenir dit jeunesse, et qui dit jeunesse dit avenir. Les deux sont liés, en fait, profondément. La formule même de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui le montre. Elle le montre d'autant plus que la formule est riche par son ambiguïté. La jeunesse, mon avenir. Oui, si la femme est l'avenir de l'homme, comme dit le poète, la jeunesse, elle, est l'avenir du monde. Ses préoccupations sont nos préoccupations et ses enjeux sont nos enjeux, parce que son avenir est notre avenir. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Ça donne le sentiment que nos enfants ne sont pas encore de ce monde, qu'ils sont dans une sorte d'antichambre ou de vestibule. Quels enfants laissons-nous à notre monde? C'est que mon temps à moi, c'est aussi quasiment le vôtre, aux jeunes présents dans la salle, que l'époque de mes 18 ans n'est pas très éloignée de celle de vos 18 ans. Nous sommes dans un monde singulier qui vit des bouleversements intenses, un monde qui voit se développer des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans, 5 ans, voire une semaine. C'est une rapidité qui est grisante, mais qui peut être aussi aveuglante, déstabilisante. Et l'école n'a pas vocation à s'aveugler sur cette évolution-là, au contraire, elle doit la prendre en compte. Elle prépare notre jeunesse au monde d'aujourd'hui pour mieux façonner ensuite le monde de demain. Alors, elle doit se saisir de ce sujet, Internet, le numérique. Et pourtant, vous le savez,
sur cette question de la place du numérique à l'école, il existe encore aujourd'hui des réticences. Et c'est pour cela que le numérique doit au contraire avoir sa place à l'école, non seulement en termes d'appui pour les enseignants, mais aussi en termes de contenu à enseigner à travers des cours de code, à travers l'éducation aux médias et à l'information. Il y a là un enjeu réel, parce que l'usage nous empêche de comprendre certains phénomènes qui contribuent à désinformer et parfois à radicaliser. Je sais que vous aborderez peut-être ce sujet tout à l'heure. Car Internet, je le redis, est une arme de désinformation massive. Alors oui, c'est très dangereux. Les francs-maçons ici sont particulièrement bien placés pour connaître les aberrations que de tels sites vers lesquels vous pouvez alors être renvoyé peuvent véhiculer, les fantasmes qu'ils nourrissent, les révélations absurdes qu'ils charrient. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais en vérité, ça enlève toute possibilité d'évolution, de changement, d'ouverture. Lorsque vous circulez sur Internet par le biais de Google, en fait, la conclusion, c'est que vous n'élargissez pas votre horizon. Vous ne vous ouvrez pas à d'autres points de vue. Mais Internet et plus largement les enjeux du numérique nous rappellent une chose importante, c'est qu'un outil n'est pas bon ou mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de la maîtrise que l'on en a. Il se trouve que notre société, parce qu'elle se fonde sur la consommation, cherche bien souvent à entretenir cette passivité. Et ça n'est sans doute pas un hasard si elle porte souvent un discours méprisant sur le savoir, sur la connaissance, sur la culture. Et plus je suis fascinée par ce qu'est l'école, en réalité. Voilà un lieu qui a pour vocation de préparer à la fois chaque élève au monde dans lequel il vit et qui en même temps doit lui donner une distance afin de résister à la tyrannie de l'immédiateté et de se façonner un avenir. Voilà un lieu qui va être pour longtemps le lieu de vie de millions d'élèves et en même temps, en dépit de cette longue durée, l'école a vocation à n'être qu'une étape. Voilà un lieu de transition, mais d'une transition qui s'accompagne de changements absolument considérables. Un lieu de passage, mais d'un passage qui transforme considérablement et durablement l'être qui l'emprunte. Un lieu dans lequel on grandit et qui nous grandit. L'école, en ce sens, et c'est ainsi que je comprends l'invitation que vous m'avez adressée, l'école est profondément liée à l'avenir et liée à la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à être ici, en dépit de quelques polémiques superflues. Parce que l'avenir, pour notre jeunesse, ça passe évidemment aussi par l'école. C'est une immense responsabilité pour nous, une urgence à fonder l'école sur le principe de laïcité. Pourquoi ? Eh bien parce que l'école accueille tous les enfants, sans exception. Elle se fonde donc sur ce qui nous rassemble. Nous sommes humains. Et c'est bien pour cette raison que l'humanisme fait partie intégrante des valeurs de notre République. Et c'est aussi pour cette raison que l'école de la République est profondément humaniste. Et je sais, chers amis, à quel point cette valeur est essentielle dans la franc-maçonnerie. Parce que nous avons tous besoin que nos existences fassent sens. Et ce sens-là, il est au cœur de l'école. Bien sûr, entendons-nous bien, l'école ne délivre pas un sens sur le mode de la révélation. Vous ne trouverez jamais, en tournant une page de manuel, un encadré vous expliquant le sens de la vie. Parce que le savoir, la connaissance et la culture sont essentiels pour agir. Voilà pourquoi nous avons besoin, aujourd'hui comme hier, d'une école qui remplisse pleinement ses missions. Mais par la connaissance, par le savoir, par la culture, vous allez le façonner, ce sens, peu à peu, le construire, jusqu'à ce qu'il vous dévoile une perspective, un horizon. Et c'est pour cela que l'orientation, la lutte contre le décrochage scolaire, mais plus largement la lutte contre les inégalités, est un enjeu fondamental pour nous. Vous le comprenez bien, parce que ce que l'école a à offrir est précieux. Elle doit donc inclure l'ensemble de nos enfants, l'ensemble de notre jeunesse, de la maternelle à l'enseignement supérieur. L'avenir commun, puisque c'est de cela que vous parlez ce matin, il a besoin de fondations solides. Et ces fondations ne pourront s'édifier que sur une égalité qui tienne à la fois compte de notre diversité et en même temps qui s'efforce de permettre à chaque jeune de se façonner par son travail et ses efforts une réussite à la hauteur de ses ambitions. Alors oui, les temps sont troublés, les inquiétudes légitimes. Voilà pourquoi le déclinisme n'a aucun sens.
Ce qui a du sens, c'est le regard que vous posez sur le monde. C'est le sens que vous y trouvez, le sens que vous lui attribuez, et la force et l'intensité avec laquelle vous vivez. Et ce regard doit être porté, animé par une idée forte, une idée qui est au cœur de l'école, une idée qu'à force d'entendre répéter, à force de l'avoir vue déformée, trahie, nous avons fini peut-être par oublier ou dont nous nous méfions. Et pourtant, cette idée essentielle, cette idée, c'est celle du progrès. Et quand je parle de progrès, entendons-nous bien, je ne parle pas de croissance, je ne parle pas de chiffres, non, je parle de sens, je parle d'amélioration. Je parle de cette conviction qui fait que, même dans les moments les plus difficiles de notre histoire, nous avons su, à un moment, nous dire « l'aube n'est pas loin, la lumière n'est pas loin ». Nous ne sortirons pas des crises par des compromissions, par le repli sur soi, par la division ou par l'égoïsme. Non, nous en sortirons ensemble. Parce que l'avenir, au fond, n'existe pas avant que nous nous en soyons emparés. Regardons autour de nous, regardons notre jeunesse, et soyons assurés d'une chose, c'est que l'avenir commence maintenant, avec eux et pour nous tous. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame, pour cette intervention, et je crois que tous les francs-maçons ici présents se sont tout à fait retrouvés à travers vos propos sur l'école, qui collent complètement avec ce que nous allons pouvoir exposer aujourd'hui. Moi, je vais vous remettre une médaille de la Grande Loge féminine de France, de manière à ce que... Voilà. Voilà. Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire, depuis les années 30, et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toutes pièces, de Corzine en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Hoenig, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté 8 fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était deux chez Balthazar en bas à New York, là. Et il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les 3 grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde. Nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir. C'est une mafia qui est quasiment criminelle. Et il ne manque que de courage politique. C'est à l'aise. Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible.
Et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées. Et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, vous discutez aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare, c'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. En deçà. Vous savez, tous les présidents suivants ont été tout aussi loin de ma conception de la fonction présidentielle. Hein. Quand Nicolas Sarkozy monte en basket et en short l'escalier sacré de l'entrée de l'Élysée, il discrédite totalement la fonction présidentielle. Et Jacques Chirac n'a pas manqué aussi de ce genre de blasphème. Non, c'est vrai que depuis François Mitterrand, c'est ainsi. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Puis François Mitterrand, c'est ainsi. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Eh bien, pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a droit à une question. Non, mais
Est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce qu'a dit, vous savez ce qu'a dit dans une parole célèbre un Premier ministre. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Bon. Oui. Kuckerman, c'est Kuckerman, et Prasquier, c'est Prasquier. Oui, c'est Prasquier. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas la plus grande amitié pour Roger Kuckerman. Mais bon, j'ai travaillé avec lui, donc je suis pas... Changement de style ou d'orientation? Comment? Changement de style ou d'orientation? Oh, ça sera à vous de voir. Ce sera à vous de voir. Si j'avais été en désaccord absolu sur l'ensemble des prises de position de Roger Kuckerman, je serais peut-être pas resté autour de lui pendant quelques années. Bon, allez, on coupe. Ah, parce que ça, c'était du... Ça, c'est du off. C'est du off officiel. C'est du off officiel. Mr. Rothschild, how you doing, sir? Could you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Could you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't get that, actually, no. The Bilderberg? You weren't there? No. Not this year. What went on last year? No, I wasn't there last year. I think that was my cousin. Your cousin was there? Yeah, I think so. Okay. Good night. Do you have a couple minutes for us, Mr. Rothschild? We have a few additional questions. I was asking a question inside of, because I was saying that the Federal Reserve was one of these organizations. I know, it's one of these organizations that a lot of people say is the source of inhumane projects all across the world because it's a private bank. That was started by your family. No, it's completely untrue. I was asked that earlier. It really isn't true. Jekyll Island, Jekyll Island, 1913, sir. I mean, but sir, just one thing, we could go on about how, your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, un an après son élection, Jacques Chirac, petit-fils de franc-maçon, accueille avec une chaleur appuyée les grands maîtres des 9 principales obédiences maçonniques. Mesdames et messieurs les grands maîtres, mesdames, messieurs, je suis heureux de recevoir aujourd'hui les représentants d'une tradition philosophique qui a pris une part si importante en France et dans le monde à l'élaboration et à la diffusion des idées républicaines.